bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine. Nous avons donc le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau. C'est pour la deuxième fois qu'il passe sur le plateau de Info 7 Joseph Kamwanga qui nous vient de l'extérieur de la République démocratique du Congo, membre de la société civile de la diaspora, mais il est également expert en stratégie, défense et sécurité. Bonsoir. Bonsoir Noé. Un plaisir de vous revoir sur ce plateau de Info 7. Autant pour moi. Alors, Joseph Kamwanga, vous êtes membre de la société civile. Vous étiez à l'extérieur du pays lorsque le président de la République s'est adressé à la nation congolaise, mais aussi à tout le monde, à la communauté internationale, parce qu'il a abordé plusieurs points de la vie, notamment la vie chère en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli les propos de Félix Tshisekedi lorsqu'il a parlé de la situation sociale des Congolais? Oui, la dernière sortie médiatique du président de la République est riche d'enseignements, d'autant plus qu'il a abordé plusieurs questions, des questions de l'insécurité, de la guerre, questions économiques. Il a également abordé des questions sociales et il a parlé de lui-même aussi, c'est-à-dire de sa maladie, dont je n'ai pas été pour qu'il en parle. Alors, sur le plan social. Oui, alors, social du peuple congolais. Sur le plan social, le président se reporte sur sa première ministre. C'est la première ministre. Il dit qu'il ne peut pas juger en ce moment l'action du premier ministre. Mais il donne un peu d'espoir. Il pense que la première ministre sera à la hauteur des défis et des enjeux de la crise que nous traversons aujourd'hui. Mais cela inquiète un peu. Et qu'est-ce qui inquiète? Parce que jusqu'ici, la situation sociale des Congolais n'a pas changé. Elle s'empire des jours en jour. Donc ça inquiète, parce qu'on ne sait pas quand, à partir des quand est-ce qu'on peut espérer voir une amélioration effective, sensible. Alors que la population avait tellement d'espoir. Hein, justement, parce qu'il y avait autant... Et même pour le deuxième mandat, il a rassuré. Il y avait autant d'espoir, autant d'attentes. Mais ces attentes s'émoussent de jour en jour, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement. Donc, et là d'ailleurs, ce qui laisse penser que le président lui-même n'y croit pas tellement, lorsqu'il dit qu'à la fin, d'ici la fin de l'année, il va pouvoir opérer un remaniement. Ah, donc, c'est un signal. C'est ça? Mais justement, c'est quand même un signal fort. C'est aussi ce qu'on appelle les signes, c'est un signe faible, dans la mesure où, à peine le gouvernement est mis en place, les présidents parlent déjà d'un réajustement, c'est-à-dire un remaniement d'ici la fin de l'année. Donc il y a quelque chose qui ne va pas au départ. Est-ce que là, le président de la République a voulu donner raison à ceux qui estiment que c'est un gouvernement de récompense? Je pense qu'il a compris qu'il y avait une erreur dans la composition de ce gouvernement et qu'il y a un problème de casting, problème des profils, et donc c'est un gouvernement, à son avis et à l'avis de tout le monde. On ne doit pas espérer, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Ah non, écoutez, l'espoir est permis. L'espoir est permis, mais on peut espérer pour ne pas obtenir ce dont on espère. C'est ça le problème. Alors que le président de la République s'était prononcé, le secrétaire général, Augustin Kabouya, bien qu'il y a une crise au sein du parti présidentiel, alors Augustin Kabouya a dit la population avait espoir en l'UDPS, croyant que sa souffrance allait finir avec l'accession de l'UDPS au pouvoir. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir ne s'intéresse plus à la population, mais à ses propres intérêts et avantages. Est-ce que Augustin Kabouya confirme là que le chef de l'État n'a rien fait pour le Congolais, comme le pensent certains? C'est une évidence. C'est une évidence que pour le moment, le chef de l'État, malgré sa volonté, sa bonne foi de pouvoir faire changer les choses, à ce moment, il n'est pas encore parvenu à renverser la tendance. Ça, c'est une évidence. Et comme vous parlez de la crise au sein de l'UDPS, nous allons parler de la crise. Nous en parlons, d'accord. Mais pour le moment, la tendance n'est pas encore renversée et ça se voit dans les paniers de la ménagère, dans les quotidiens
Comment ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais de la diaspora qui ont eu quand même les postes de responsabilité, mais qui ont dessus. Ben oui, on a eu la plupart de nos collègues, compatriotes qui ont été appelés à travailler autour du président, mais beaucoup ont dessus. Ce que les gens ne savent pas, la plupart de ces gens-là n'avaient jamais travaillé de leur vie quand ils étaient là où ils étaient. Donc il fallait récompenser les gens qui ont soutenu. Que Félix Tshisekedi avait choisi. À l'époque, lui, il n'avait jamais travaillé, il n'avait jamais assumé des postes de responsabilité. Ça, c'est une évidence. Donc, le président a voulu récompenser les personnes qui ont mené un combat avec lui, un combat au sein de l'UDPS, espérant qu'il pouvait être à la hauteur des enjeux, des défis qu'il fallait. Voilà. Malheureusement, ça donnait les résultats ce que ça donnait, mais il a viré. La plupart sont virés. Vous ne le savez pas, la plupart ont été virés. Donc le président a réaménagé complètement son entourage. Il y a des nouvelles personnes qui sont très compétentes, mais qui ne sont pas très connues parce qu'ils ne se sont pas livrés à ce que les gens, le premier collaborateur du président se sont livrés dans la cité, c'est pavané dans les véhicules de Jeep, machin, tout ça. Alors, aujourd'hui, ce ne sont plus ces profils, ce n'est plus ces profils-là, ce sont des gens très discrets, compétents, qui sont autour du président et qui travaillent efficacement, heureusement. Alors, madame, messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Article 1er est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, messieurs Kalambai Mpoy Joseph. Article 2, sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, messieurs Mweze Kirembe, lui, administrateur principal, chef de département service intérieur, messieurs Nyembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur, messieurs Mambabwa Zéro Philémon, administrateur principal, chef du département d'appui, messieurs Kabuya Mulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. Article 3, sont... Le monde entier a célébré ce 12 août la Journée internationale de la jeunesse. En se référant au thème retenu cette année par le gouvernement congolais, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique congolaise sensibilise la jeunesse sur les questions liées à l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat. Sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, un meilleur accès aux services sociaux de base. En rapport avec l'appel lancé par les Nations Unies pour cette année, la ministre de la Jeunesse compte sur l'implication des jeunes Congolais pour atteindre les objectifs visés. Je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. Noéla Aenaganato invite cependant les jeunes Congolais à s'approprier la campagne Topesa RDC Chance. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance, accessible à tous dans toutes les langues nationales. Créée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée a pour objectif de promouvoir ou développer la conscience des jeunes. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'agir là où lui peut agir. Il n'est pas question pour le gouvernement d'imposer le prix. Mais nous avons regardé ce qui constitue ce prix. Lorsqu'un sac de riz est importé, il coûte ce que l'importateur a payé à son fournisseur. Si vous ajoutez à ce prix le fret maritime,
vous ajoutez l'assurance, vous avez la valeur CIF. Et sur cette valeur CIF, c'est les lois de la République, il faut payer les droits d'entrée à l'importation. Mais à part le droit d'entrée à l'importation, ce n'est pas vous, vous qui suivez l'actualité économique que je vais l'apprendre, vous avez une longue série de prélèvements qui vont de la taxe de promotion industrielle qui va au FPI. Sur cette taxe de promotion industrielle qui va au FPI, il y a deux quotités qui financent l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Vous avez également l'OCC qui vient prélever des frais de labo, vous avez l'OCC qui vient prélever des frais de vérification. Vous avez également l'OGFREM qui vient prélever une commission. Vous avez l'OGFREM qui vient prélever la férie. Vous avez l'OGFREM à qui il faut également payer l'attestation de destination. Vous avez la redevance rémunératoire informatique qui est censée financer l'informatisation de la douane. Vous avez les lignes maritimes congolaises qui doivent également recevoir une part. Vous avez l'ONATRA qui doit également recevoir sa part. Lorsqu'on parle du port de Matadi, je prends l'exemple d'un produit qui entre par le port de Matadi. Et puis vous avez d'autres prélèvements qui ne sont pas dans le document appelé bulletin de liquidation, qui est le document qui doit en principe contenir tout ce que l'importateur doit payer. Le prétendu rapport d'enquête présenté sous forme d'un documentaire sans le son de cloche complémentaire de l'Inspection générale des finances et du groupe Raoudji, imputant à l'Inspection générale des finances de faciliter et d'encourager la mafia, la contrebande, l'évasion fiscale au profit de messieurs Jules Alinguete à travers sa fiduciaire, attendu que le documentaire contient des commentaires acerbes, des insinuations malveillantes, des propos diffamatoires, injurieux et dénigrants contre une autorité établie, portant gravement atteinte à l'honneur et à la dignité humaine, attendu que, loin d'être un rapport d'enquête objectif, le contenu du documentaire incriminé frise une intention manifeste de nuire dans le chef de son auteur et lui confère un caractère délictuel en violation des dispositions pertinentes du Code de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo, attendu que la liberté d'expression, droit fondamental, peut s'exercer harmonieusement sans porter atteinte à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, considérant la nécessité d'amener les professionnels des médias et les intervenants dans le dit secteur au strict respect des lois, de règlements et de la déontologie en matière d'information, après débat et délibération, décide. Article 1er. En attendant la clôture de l'instruction judiciaire irrélative, il est suspendu des diffusions sur l'ensemble des médias opérant en République démocratique du Congo à dater de la publication de la présente décision, le documentaire sur l'inspection générale des finances produit par le journaliste Maïs Chibangu. Alors, vous le savez, mesdames et messieurs, la Covid est passée, mais maintenant, cette autre maladie, qui n'est pas nouvelle, mais une ancienne maladie, hier appelée monkeypox, aujourd'hui le mpox, qui est déclaré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une urgence
de santé de portée internationale, Joseph Kamwanga. Comment est-ce que vous voyez quand même la gestion des épidémies ou des maladies en République démocratique du Congo, parce que monkeypox n'est pas une nouvelle maladie? Oui, elle n'est pas une nouvelle maladie, mais cela est révélateur quand même de la défaillance de notre système d'alerte d'épidémie. On n'a pas tiré des leçons sur le Covid. Malheureusement, on voit bien qu'on n'a pas tiré de leçons sur le Covid aujourd'hui, et c'est un pox qui est, il faut le dire, et se répand à la vitesse très rapidement dans presque toutes les provinces. C'est pas moi qui l'invente, c'est dit par les spécialistes, c'est dans les journaux, dans la presse nationale et internationale. Donc, on n'a pas tiré les leçons du Covid, on a un système d'alerte d'épidémie qui est défaillant. Donc, il faudra absolument que l'on réforme ces systèmes, que l'on puisse mettre en place un système d'alerte très, très performant, qui puisse permettre à notre système de santé de pouvoir intervenir rapidement lorsqu'il y a déclenchement d'une épidémie du genre qui nous traverse aujourd'hui. Alors, la journée internationale de la jeunesse a été donc célébrée la semaine. On dit toujours que la jeunesse est bien l'avenir de demain, la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'est inquiétant. C'est inquiétant, d'autant plus qu'on a une jeunesse c'est à elle que nous allons léguer ces pays. Voilà, malheureusement, je pense qu'il y a des signes qui montrent que c'est inquiétant dans les 50 ans à venir. C'est pourquoi? Parce que nous avons un système éducatif qui est en défaillance et qui s'affaiblit de jour en jour, parce qu'il y a aussi la pauvreté qui fait que les parents ne sont plus en mesure de pouvoir assurer leur rôle de parents, leur rôle d'éducateur au sein de la famille, faute des moyens, et les jeunes sont laissés à leur propre compte. Donc c'est inquiétant dans la mesure où quand on regarde, on marche à Kinshasa ou dans d'autres provinces, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes sur la rue. Alors, dites-moi un peu, vous venez de l'extérieur de la République démocratique du Congo. Oui. Comment les autres pays s'organisent pour que leur jeunesse puisse être réellement au service du pays? D'ailleurs, au niveau de la scolarité, en France par exemple, la scolarité, on associe les parents à la scolarité de leurs enfants. Par exemple, lorsqu'il y a absence d'un enfant, absence de 2 ou 3 jours, les parents sont convoqués pour en savoir un peu plus. L'école travaille en accord avec les familles ou avec la famille de l'élève. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas ici, chez nous. Malheureusement, à l'époque, oui. Mais depuis un certain nombre d'années, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous êtes quand même déçu de la gratuité de l'enseignement primaire? Non, pas du tout. C'est une très bonne chose. En France et ailleurs, c'est la gratuité. L'enseignement, et bien sûr qu'il est gratuit, même si les parents participent. Parce que vous voulez qu'on fasse quand même recours au système, à ce qui se faisait jadis. Oui, jadis, il y avait la gratuité. Ce que les gens ne savent pas, dans les années 70, 70, 80, l'enseignement était gratuit dans ces pays. Et les gens pensent que c'est nouveau. C'est pas nouveau. Et on avait, dans la gratuité. Justement, on avait un système éducatif très performant et qui travaillait avec les familles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que faut-il faire à ces gens? Absolument, il faut associer vraiment les familles dans l'éducation, dans la scolarité de leurs enfants, et redonner l'autorité parentale aux familles. C'est-à-dire quoi? Redonner l'autorité parentale aux familles? Ben, c'est les associer, justement, dans la scolarité, dans le parcours scolaire de leurs enfants. Les parents doivent... Vous savez, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on appelle un cahier de communication. Des cahiers de communication faisaient les liens entre les parents et l'école, c'est-à-dire et les maîtres et l'enseignant. Et chaque matin, c'est-à-dire l'enfant, avant de partir à l'école, il soumettait aux parents la signature. Les parents, après avoir lu les comptes rendus de la journée précédente, signaient, étaient informés de ce qui s'est passé la veille.
Ce n'est pas le cas. Mais est-ce que vous pensez que la politique est également responsable? Absolument, absolument, c'est ça le problème. Le drame, c'est ça. La politique, le ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'il fait? C'est complètement... De la jeunesse également. De la jeunesse également, puisque moi j'aurais souhaité que l'on associe, qu'on puisse mettre ensemble les ministères de la jeunesse et l'éducation en même temps. Parce que ça marche de pair. Justement, mais on l'a scindé pour des raisons politiques, pour pouvoir satisfaire tel ou tel groupe, communauté ou province, et voilà ce que ça donne. Alors la responsabilité des églises? Alors là les églises évangéliques, il y a des églises qui font quand même leur boulot. L'église catholique, par exemple, continue à faire beaucoup d'efforts. Des églises kimbanguistes, par exemple, méthodistes, mais les autres églises dites de réveil, ah non, pas du tout. Nous sommes dans une espèce d'escroquerie. Comment ça? Une immense escroquerie morale et intellectuelle des personnes. Comment ça? Mais comment expliquer qu'on puisse maintenir une famille, une mère avec des enfants, durant toutes les journées, du matin au soir dans une église? Prier sans cesse. Et prier sans cesse. Et ces enfants vont-ils quand? À quel moment vont-ils réviser leur leçon? Et cette dame, à quel moment va-t-elle s'occuper de son mari et de sa famille? C'est un drame pour notre pays. Je suis pour la suspension ou la suppression, l'interdiction de ces églises-là. C'est aussi... Vous appuyez la décision du ministre Ah de la oui, Justice. absolument, absolument, je suis pour. Je suis vraiment pour. Notre pays n'est jamais tombé aussi bas à cause de ces églises évangéliques. C'est pas là où vous êtes? Comment? Ah non, pas du tout, parce que tout est contrôlé. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et créer une église, faire venir les gens, s'autoproclamer monseigneur, archibishop, docteur, machin, comme ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Il faut contrôler. L'État doit être vraiment assumer son rôle, contrôler tout ce qui se passe sur les territoires. Donc voilà, c'est un problème là. L'État est absent. Ah oui. Ah oui, mais l'État est absent. Alors que faut-il faire pour restaurer aujourd'hui l'État congolais ou les responsabilités de l'État congolais? L'État doit agir. Agir par le respect des lois de la République. Mais ça existe en RDC, on a autant de lois. Mais oui, mais vous savez pourquoi est-ce que toutes ces lois, la plupart de ces lois ne sont pas respectées? Oui, la corruption. On est dans une société profondément corrompue. Et c'est ce qui fait que rien ne peut marcher si on ne lutte pas contre la corruption, on ne lutte pas fermement contre la corruption, rien ne va marcher dans ce pays. Comment? Ah ben, on voit que ça s'est ramolli, hein. On n'entend plus parler. Mais on entend quand même parler des détournements. Ben oui. Mais justement, c'est les paradoxes. Hein. Les paradoxes au départ. On a entendu parler de la lutte contre la corruption et tout. Et maintenant, la tendance est renversée. Les détournements sont à la hausse. Et la lutte contre la corruption, on n'entend plus parler. Un échec. Un échec total parce que l'argent détourné sert à la corruption. À l'organisation de la justice. Et voilà, et de tous les systèmes judiciaires et policiers et consorts. Donc, on détourne l'argent pour pouvoir l'utiliser dans la corruption. Voilà. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Crise au sein du parti présidentiel. On en parle. Cette session extraordinaire, convoquée par la Convention démocratique du parti au pouvoir, était un moment attendu par plus d'un combattant et cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Chants et cris étaient au rendez-vous. La CDP a relevé plusieurs faits dans la manière d'agir d'Augustin Kabouya. Comme stipule l'article 53 du règlement intérieur du parti, et ceci, malgré l'argent du parti qu'il a encaissé chaque mois depuis 2019 que nous sommes aujourd'hui. Vu qu'il n'a jamais présenté la reddition des comptes du parti pour être approuvé par la CDP,
comme l'exige l'article 63 de notre règlement intérieur qui se base sur l'article 61 des présents statuts. Il avait usurpé le pouvoir de convoquer le Congrès alors que l'article 19 des statuts du parti ne le lui autorise pas. Vu qu'il avait mis en place en 2023 une commission non statutaire pour discuter les candidatures aux élections à la place de la CEP, et leur liste n'a jamais été transmise à la CDP pour examen et endossement, en contradiction avec l'article 31.1, 2, 3, 5 et 10 des statuts du parti. Vu qu'il s'est arrogé le pouvoir de nommer les fédéraux, non seulement des anciennes provinces, mais même des nouvelles qui ne sont pas reconnues par l'article 30 des statuts du parti, donc une usurpation de plus de pouvoir et en même temps une violation de nos statuts. La CDP va décider de limoger Augustin Kabouya et porter son choix sur Deo Bizibou pour l'intérim de 6 mois. Le bureau prend les résolutions suivantes. Première résolution. Monsieur Augustin Kabouya Chilouba est relevé de ses fonctions du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il reste cependant membre à part entière du parti et exerce sans désemparer son mandat de député national élu sur la liste du parti. Deuxième résolution. Monsieur Gracias Bizibou. Notons par ailleurs que le nouveau chef de l'administration du parti au pouvoir, Deo Bizibou, fut secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives de l'UDPS Tshisekedi. Je rends un vibrant hommage à notre père, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui nous a tous formés et qui nous a appris à lutter pour le pays. Je rends un hommage particulier à la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a jamais trahi sa base. Enfin, je rends hommage à tout un chacun d'entre vous, cadres du parti, pour la lutte que vous avez menée à ce jour et la lutte que vous entendez pérenniser jusqu'à la victoire finale sur le mal dans ce pays. Je voudrais, quant au travail qui est devant nous, je voudrais inviter à l'unité. Je rappelle que le premier sigle de notre parti, c'est U comme Union. J'invite tous les membres du parti à ce qu'on reste unis derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il relève les défis auxquels il fait face pour que le Congo puisse aller vers le développement. Et le parti doit être un bon soutien pour le chef de l'État. Mardi 13 août 2024, en la salle du siège national de l'UDPS, le secrétaire général du parti reçoit la famille Moualoussé en présence de quelques cadres et mandataires du parti au pouvoir. Entre ses mains, les documents parcellaires qui lui ont été donnés par la défunte Moualoussé, ayant consenti de mettre cette propriété immobilière située dans la commune de la Mouya, en Mbujimaï, Kasaï oriental, à la disposition du parti de Feu Etienne Tshisekedi. La militante engagée de l'UDPS avait formellement interdit à quiconque de vendre cette parcelle, quelles que soient les circonstances. Yaloussa, au nom de sa mémoire, elle ne m'avait pas vendu la parcelle. Elle m'avait remis les documents. Les documents, ce n'est pas que j'avais forcé votre maison pour sortir les documents de force. Et c'est dans cette enveloppe qu'elle avait mis les documents. Se sentant gratuitement offensé sur les réseaux sociaux par certains membres de la famille n'ayant peut-être pas bien maîtrisé les dossiers, mais le contour du testament de la défunte,
Augustin Kabouya a d'abord préféré retourner les documents parcellaires à la représentation de la famille de la défunte tout en l'invitant à chercher à obtenir un large consensus devant déterminer la procédure à suivre pour céder la parcelle au parti pour la poursuite en toute quiétude de ses activités. Les documents de la parcelle, vous partez, vous réunissez. Bien plus, ces quelques membres de la famille Mwaloussé ont été gratifiés d'une enveloppe consistante de la part du secrétaire général de l'UDPS faisant fonction du président haï du parti, en guise de récompense pour avoir autorisé au parti de Etienne Tshisekedi d'installer son siège d'Mbujimai dans la parcelle familiale. Un acte de reconnaissance susceptible de mettre fin à la série des polémiques sur les réseaux sociaux autour de ces dossiers qui n'avaient pas du tout. Crise au sein du parti présidentiel depuis un moment. Alors les Congolais assistent quand même à ce spectacle. Quelle est votre analyse de cette situation? Aujourd'hui, il y a deux camps au sein de l'UDPS, le camp Kabouya et le camp Deo Bizibou. C'est un spectacle désolant. Un spectacle désolant qui affaiblit, et d'ailleurs, le pouvoir du président de la République. Parce qu'il vient, absolument, parce qu'il vient de l'UDPS. Donc, ça l'affaiblit. Pourquoi? Parce que le secrétaire général et président du parti Kabouya est de plus en plus cité dans des scandales. Kabouya est cité dans les scandales. Oui, mais comment expliquer qu'un président d'un parti au pouvoir se permet de dire « j'ai acheté des jeeps, je les ai distribués, j'ai donné des cadeaux aux membres du parti qui se sont distingués, qui ont été élus. » D'où à la veille de l'élection de justement, d'où a-t-il d'où a-t-il trouvé l'argent? Alors que nous sommes dans un pays qui traverse une crise profonde, une crise économique profonde, et un pays cité parmi les plus pauvres au monde. D'où ce président du parti au pouvoir a-t-il trouvé de l'argent pour offrir des jeeps aux personnes qui ont été élues de ce pouvoir? Il avait dit qu'il ne plongerait jamais dans la corruption. Non mais c'est évident, à moins que nous soyons tous, à moins que nous soyons tous, à moins que nous soyons plus capables de réfléchir ou de raisonner, qu'une personne dont on connaît les parcours, on connaît la vie de ce type, les parcours sociaux et tout, et qui un matin, un certain Augustin Kabouya dit... Non, Augustin Kabouya, pas un certain Augustin Kabouya, oui. Augustin Kabouya, d'accord, dit comme ça, aisément, devant les caméras, j'ai offert des jeeps aux membres du parti qui ont été élus. Et ça, vous ne pouvez pas mesurer à quel moment ça a heurté les sensibilités, ça a heurté les gens. Pour un parti qui se voulait, qui dit que le peuple est d'abord. Où est passé le peuple d'abord? Le peuple d'abord, c'est prendre l'argent du contribuable, acheter des jeeps et distribuer aux gens, aux amis. Non, non, ça c'est vraiment... On a déconné. Vous êtes de ceux-là qui affirment, qui remettent en cause le leadership d'Augustin Kabouya. Oui, parce que il a complètement déconné. On ne peut pas garder un tel type à la tête d'un parti au pouvoir. C'est ce que j'ai dit, ça affaiblit déjà l'image du président de la République et même son pouvoir. Et le silence du président de la République, parce que les gens, ça fait quand même plus de 2 semaines. Hein, oui, le président... les Congolais assistent quand même à ce spectacle. Oui, le président ne peut que, dans ses fonctions, rester silencieux. Cela ne veut pas dire que... Non, il réfléchit à la suite qu'il faut donner à cette affaire. Et il ne peut pas, lui, décider de faire virer ou de virer Augustin Kabouya. Il ne peut pas le faire, parce que les statuts, le parti UDPS est quand même régi par un certain nombre, par un statut. Donc il faut respecter quand même les statuts du parti au pouvoir, et je crois qu'il y aura un congrès, et qu'il y a une partie, une frange, que cette affaire est en train de réclamer, et pour pouvoir mettre en place une nouvelle équipe dirigeante du parti. Ce n'est que normal, c'est légitime, mais Kabouya a déconné. Voilà. Augustin Kabouya a déconné selon vous? Ah oui, énormément.
Alors, aujourd'hui, le pays, sous Félix-Antoine Tshisekedi, votre appréciation de la République démocratique aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, président, et si le feu Étienne Tshisekedi revenait aujourd'hui? Alors, je pense que dans sa tombe, l'effet Étienne Tshisekedi, je crois qu'il souffre énormément. Il souffre? Énormément, parce qu'ils n'auraient pas vivant. Avec lui, bien sûr. Vous allez le voir la nuit? Comment vous pouvez non, non. Alors, souffre? c'est une façon de... C'est une expression imagée. Hein. Imagée, parce que n'oublie pas, nous sommes africains et nous sommes de Bantous. Chez nous, les Bantous, les morts ne sont jamais morts. Ne croyez pas que les gens qui meurent pour toujours, et on n'en parle plus, ils ne réagissent plus, ils n'existent plus. Ils sont quelque part. Même s'ils ne peuvent pas communiquer avec nous, mais ils communiquent avec certains qui ont un niveau très élevé sur le plan métaphysique. Mais les morts ne sont pas morts. Donc, Étienne Tshisekedi souffre. Oui, absolument. Parce que les pouvoirs pour lesquels il s'est battu pendant 30 ans, malheureusement, il ne l'a pas eu personnellement. C'est Félix Tshisekedi qui l'a eu par les élections. Il aurait peut-être souhaité, lui, voir un grand changement. Mais le président de la République est aujourd'hui confronté à beaucoup de... Il y a beaucoup de menaces, beaucoup d'actes de sabotage de son pouvoir. Il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il y a des gens, des ennemis. Il a désigné les ennemis de l'intérieur. Ceux qui sabotent son action. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en parlant des ennemis de l'intérieur? Il a laissé quand même échapper quelques... Non, il a échappé quelques infos, quelques précisions. C'est les régimes de 18 ans. C'est dans ces régimes de 18 ans, pardon. Parce que ce n'est pas les régimes de 18 ans aujourd'hui qui empêchent... C'est pas tout le monde. Certains acteurs de ces régimes de 18 ans, qui sont aujourd'hui membres de l'Union sacrée de la nation. Ah oui. Ce n'est pas... Justement, je crois qu'on s'est trompé, on s'est trompé en croyant que tous les membres de l'Union sacrée sont pour le président. Ils sont venus à l'Union sacrée justement pour mettre les bâtons dans les roues du président de la République. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. On est dans la politique. Ils sont venus en masse. Cadeau, hein? Ah non, il n'y a pas de... Non, la politique, c'est la reine. Hein. Ils sont venus en masse dans l'Union sacrée et voilà. pour pouvoir bien les neutraliser. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, c'est comme ça que Étienne Tshisekedi est en train de souffrir, là où il est? Ah oui, malheureusement. Alors, que reste-t-il de ce slogan Le peuple d'abord? Oui, c'est l'idéal. C'était l'idéal de la doctrine de l'UDPS. Le peuple d'abord. Et aujourd'hui? On n'y est pas encore. Malheureusement, on n'y est pas encore. Est-ce que vous avez une idée de tout son contenu? Non, pas encore, parce que j'ose croire que les choses peuvent changer à condition que Quelle condition? les présidents agissent normalement, prennent les choses en main. Il a tous les droits de pouvoir exercer les pouvoirs présidentiels. Il n'exerce pas encore? Non, mais là, quand il lègue tout à la première ministre, dont on sait qu'il vient de la bureaucratie de l'ONU, l'ONU étant une institution aujourd'hui défaillante. Elle était au plan? Ah oui, elle est en plan. Qui en parlait? Qui la connaissait au plan? Elle a dit qu'elle a bien mené. Personne ne la connaissait. Non, mais c'était une bureaucrate du ministère du Plan. Et par ses compétences, le président a pensé qu'elle était en mesure de pouvoir diriger le gouvernement. Mais il y est encore. Tout au début, on ne peut pas la juger pour le moment. Laissons voir les choses, comment les choses vont se dérouler. Mais je suis perplexe. Alors, pourquoi? Et quant à sa capacité de pouvoir renverser la vapeur. Ah, vous doutez de ses compétences? Non, pas du tout. En fait, dans ces pays, il ne manque pas de compétences dans ces pays. C'est contrairement à ce que les gens pensent. On a beaucoup de compétences, énormément de compétences. Mais les systèmes tels qu'il est, qui a été mis en place, structuré,
un système basé sur les partages de postes selon le poids politique. Et ça, c'est... À vous entendre parler, vous êtes de cet avis pour la révision de la Constitution? Absolument, je l'ai dit la dernière fois, absolument, il faut modifier cette Constitution, ou même la changer, pourquoi pas? Il faut la changer. On a le pays. Donc, comme... changer, c'est-à-dire que toucher même les articles verrouillés. Ah non, mais écoutez, c'est verrouillé par cette Constitution qui est défaillante. Il faut la mettre de côté et le président nomme un comité constitutionnel qui va travailler sur une nouvelle constitution et puis on appelle le peuple en référendum pour pouvoir voter. C'est possible. Donc, au Congo-Brazzaville, Sassou l'a fait, au Togo, ça a été fait, et au Burkina Faso également, Alassane Ouattara des Côte d'Ivoire l'a fait, et on peut le faire ici. C'est possible. C'est possible de les faire en RDC. Ah, c'est possible, c'est une question de volonté. Il faut être déterminé. On ne peut pas faire changer les choses dans la... Disons dans la... à vouloir passer du beurre, pardon. Comment? Le système congolais, c'est ça, ne permet pas le changement. Ne les permet pas. Malheureusement, à l'état actuel, ce système ne permet aucun changement, ne peut déboucher à aucun changement, malheureusement. Raison pour laquelle je suis perplexe. Alors, je peux dire comme certains opposants, est-ce le système qui pousse certains à voler, qui pousse certains à ne pas faire correctement? Et ça, ils savent bien que ces voleurs-là, non seulement la plupart sont des incompétents, oui, allez-y. Non seulement ils sont, la plupart sont des incompétents, hein, et voilà, ils savent qu'ils n'y parviendront pas du tout. Ils n'y parviendront pas du tout. Tous les ministres, je veux dire quasi la totalité de ces ministres, ils savent au fond au fond d'eux-mêmes qu'ils ne pourront pas faire changer les choses. Tant qu'ils sont dans le même système, il faut que les choses changent. Vous verrez bien, ça va libérer les énergies, ça va libérer les compétences et on verra le changement au quotidien des Congolais. Mais dans le même système, non, je ne pense pas, je reste encore perplexe. Alors, dites-moi quand même, on dit le développement, c'est pas seulement la part du gouvernement, mais c'est la contribution de tout le monde. Quand vous pouvez construire chez vous. Vous avez déjà construit chez vous, dans votre village? Non, non, pas encore, mais je construis à Kinshasa. Je suis un... À part ce que vous m'avez présenté, je suis également entrepreneur. Non, je pour vous dire une parenthèse, entrepreneur, voilà. Donc quand je viens ici, c'est pour aussi suivre mes affaires, mes chantiers consorts. Donc à Kinshasa, oui, bien sûr. Mais chez vous. Au village? Oui. Parce qu'on dit chacun doit construire chez eux. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui a interpellé tout le monde. Chacun doit construire chez lui. Oui, comme ça justement. Les provinces vont se développer. Mais bien sûr. Investir aussi chez vous. Non, non. Construire, ça ne veut pas dire développer forcément les pays. Avoir une maison dans son village, c'est une très bonne idée. Oui, voilà, mais on n'a pas un délai pour le faire. On le fera. Vous êtes entrepreneur chez vous? Il y a déjà quelques Kinshasa, bien sûr, dans la capitale. Là-bas, pas encore. Ok, donc entrepreneur, Pepsi Made in Congo. Oui. Cette boisson produite en République démocratique du Congo a créé une tollée sur les réseaux sociaux. Les Congolais qui ont critiqué. Alors, vous êtes entrepreneur. Oui. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez lu via les réseaux sociaux les différentes réactions des Congolais sur un produit Made in Congo? Alors, déjà, il faut dire que ce n'est pas un produit Made in Congo. La production. C'est une tromperie, c'est une escroquerie. Ah, c'est pas Made in Congo. Ah, ben, pas du tout. Pepsi Cola est un produit de Coca-Cola. Ouais. Qui est Coca-Cola. Non, pas du tout. Il faut faire attention. Okay, c'est une franchise. Ils ont acheté ce qu'on appelle une franchise, c'est-à-dire une licence. Ce n'est pas un produit congolais. On peut produire ça en RDC. Et il ne faut pas, n'oubliez jamais que le Pepsi Cola a existé dans ces pays. Dans les années 60, voilà, ça existait. Nous, on a connu Pepsi Cola, on l'a bu. On l'a bu, ouais. Ce n'est pas la première fois. Alors, mais cette affaire, ça sent une forte odeur. Une forte odeur de corruption. Ah bon? Ben oui.
Parce que... Qui est corrompu? Non, je suis une personne, mais je vais essayer d'analyser un peu. Allez-y. Vous avez vu qui défend cette société qui a acheté la franchise des Pepsi Cola en République démocratique du Congo? Les ministres du commerce extérieur et de l'industrie. Est-ce que c'est son rôle? C'est pas son rôle. On a l'impression que c'est un agent commercial de cette compagnie. Il est deux ministres. Ben oui. C'est pas son rôle. Combien d'entrepreneurs sont venus avec des produits ici extérieurs investir et ont été tenus à l'échec, ont été, disons, poussés à l'abandon et sont répartis? Pourquoi on s'interroge aujourd'hui? Pourquoi ces ministres aujourd'hui prennent le devant de défendre cette société et de défendre un produit dont on sait que le produit n'est pas congolais? Ce n'est pas un produit créé par les Congolais, c'est un produit qui existe depuis 1800 et quelques aux États-Unis. Donc vous avez demandé à donc il y a une forte odeur d'aller fouiner. Comment? Vous demandez à l'IGF d'aller fouiner. Ah bien absolument. Absolument. Et comment expliquer cette motivation de défendre un truc qui est contesté, hein? Les Congolais contestent cette affaire. C'est Pepsi Cola aujourd'hui chez nous. Donc il faut qu'on cherche à savoir pourquoi tout ça. Oui, en dessous. Pourquoi les deux ministres ont agi comme ça? Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit il y a une forte odeur. Ils sont déjà une odeur de la corruption. Ah oui, absolument. Alors dans ces cas, qu'il faut-il faire? Je crois que l'État, le procureur de la République, nous avons un pays quand même qui se fait pays de droit et dont la justice est en train, bien que mal, de vouloir améliorer son image, son fonctionnement. Je pense que le procureur de la République doit s'intéresser à cette affaire pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de Pepsi Cola. L'odeur de la corruption. Pardon? Ah ben c'est le rôle du procureur. L'opinion s'est exprimée. Moi, je fais partie de l'opinion aussi. Donc, l'opinion s'est exprimée. Donc, que le procureur considère cela comme étant une situation sur laquelle il peut se baser pour comprendre ce qui se passe en dessous. Alors, avant de prendre ce dossier, oui. Ça fait quand même du bien. On a toujours des sociétés civiles en République démocratique du Congo. Autant aujourd'hui, il y a une société civile de la diaspora constituée, composée des Congolais. Votre rapport pour le développement du pays? Alors, notre rapport, déjà, c'est notre expertise que nous apportons dans divers domaines. Déjà, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont revenus, qui investissent comme moi ici. Et il y en a qui sont dans les cabinets ministériels et même à la présidence. C'est notre rapport à nous. Nous apportons ce que nous avons appris, les acquis d'expérience. Même si aujourd'hui les Congolais doutent quand même de la diaspora. Hein? Non, on ne peut pas, disons, on ne peut pas du tout... disons, compromettre tous dans un même sac. Dans un même sac, je pense que c'est injuste de pouvoir le faire. Il y a de compatriotes très compétents qui travaillent nuit et jour. Vous pouvez aussi décevoir. Ah oui, on est humain, bien sûr, qu'on n'est pas des super-hommes, on n'est pas des savants. D'abord à la recherche d'un positionnement politique, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Personnellement, pas du tout. Vous n'êtes pas intéressé par des postes? Ah non, quand je viens, c'est pas pour ça. Je viens pour mes affaires. Mais si on me le propose, je n'hésiterai pas. Absolument, ça je l'ai dit. Madame, Messieurs, place à présent à ce dossier. Le syndicat autonome de magistrats du Congo, SINAMAC, a exprimé des vives préoccupations concernant les récentes déclarations du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Dans un communiqué, le SINAMAC reproche au ministre de mener une campagne de discrédit contre le corps de magistrats tout en éludant le problème structurel qui affecte le système judiciaire en République démocratique du Congo. Les concepts de cette confrontation découlent des réformes judiciaires entreprises par le gouvernement avec le soutien du président Félix Tshisekedi. Le ministre de la Justice a intensifié ses critiques envers le corps de magistrats, dénonçant ce qu'il appelle des réseaux mafieux au sein du système avant de s'engager à réformer profondément le secteur. Le SINAMAC a également critiqué la création des tribunaux populaires où le ministre se comporte à la fois comme juge et procureur, remettant en cause les décisions judiciaires et ordonnant les arrestations. Le magistrat fustige également la mise en place des commissions chargées de censurer
Les actes de magistrats sont consultés de leur hiérarchie. De son côté, Constant Moutamba a défendu la création de ces commissions, affirmant qu'elles sont nécessaires pour lutter contre les abus au sein du système judiciaire. Signalons que c'est depuis ces 5 août que le ministre a mis en place une commission mixte chargée d'enquêter sur les pratiques mafieuses dans le système judiciaire en RDC. Dans le souci de relever l'appareil judiciaire congolais, que le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, est allé déposer 4 projets de loi à la Chambre basse du Parlement. Ces projets de loi entrent dans le cadre de modification de certains dispositifs légaux qui doivent conformer aux réformes entreprises depuis son accession à la tête du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice a sollicité leur examen et adoption. Merci pour l'honneur que vous nous faites en venant nous recevoir ce jour à l'occasion du dépôt des différents textes des lois qui avaient fait l'objet des procédures d'adoption ici à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2020 et 2021. Mais dont ce processus était tout simplement interrompu. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire, tel que voulu et souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés le devoir de venir par-devers vous pour vous les soumettre afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est cher, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et soulager ainsi les souffrances de nos populations sur les pratiques de fraude, des corruptions, des mafias qui, malheureusement, se semblent émaillées. Pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ces projets de loi seront traités en toute urgence pour permettre au ministre de la Justice de bien organiser son secteur. Nous allons traiter ceci avec l'ensemble des bureaux. Et puis on va peut-être solliciter une deuxième lecture au niveau de la PAJ. Si ce n'est pas nécessaire, parce que je vois qu'il y a déjà un rapport de la PAJ qui est là, la commission administrative et juridique qui avait déjà siégé là-dessus, dans le cas de la continuité de l'État. Et j'informerai certainement la plénière qui est souveraine de ceci et puis voir comment envoyer chez le président de la République, le magistrat suprême pour promulgation. Notons par ailleurs que ce projet de loi vise à lutter contre les mauvaises pratiques constatées au sein du système judiciaire congolais. Alors, Joseph Kamunga, vous avez vu les actions du ministre de la Justice, Constant Moutamba, plusieurs décisions qu'il a prises. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli ces différentes décisions, notamment qui touchent même les magistrats? Il a pris en tout cas plusieurs décisions, bien que contestées par certains de ses collègues de l'appareil judiciaire. C'est vrai que nous avons été très contents de sa nomination. Et Constant Moutamba, c'est un garçon que nous connaissons, qui a beaucoup de compétences, c'est un juriste. On a été très contents de l'avoir, d'entendre le voir être nommé comme ministre de la Justice. Mais il y a un problème aujourd'hui. On ne peut pas réformer la justice avec brutalité. Vous voyez? Vous voulez dire qu'il est brutal? Mais certains actes posés relèvent d'une brutalité. Vous voyez, on comprend bien qu'il a envie de mieux faire, de changer les choses. Mais quand d'un coup, vous voulez plusieurs décisions à la fois, justement, non, la nuisance sonore, c'est une décision qui relève de la situation sociale, les fonctionnements sociaux et tout. Mais il a pris une décision. Mais je suis pour ça. Mais les résultats aujourd'hui, les résultats eh ben, ça reprend de plus en plus parce que j'ai pas pu dormir hier. Donc, non, pas du tout. Ça reprend. Mais au moins, il y a eu une décision du ministre. Oui, mais justement, il n'y a pas de suivi. C'est une décision saluée, que je salue également. Mais ça revient, après quelques jours d'accalmie, et ça revient au plus fort. C'est ça le problème.
Donc il faut, quand il prend certaines décisions, il faut qu'il arrive au bout de leur exécution. Il faut qu'il s'assure que ces décisions sont vraiment suivies et respectées et comme il l'a souhaité. Mais ce qui n'est pas à quoi bon d'enchaîner plusieurs décisions et qui ne sont pas, au bout du compte, respectées ou exécutées. Vous voyez, c'est ce que je dis. Donc on ne peut pas réformer la justice avec brutalité. Qu'il se donne les temps. Qu'il se donne les temps. On reconnaît bien ses compétences, qu'il se donne le temps de pouvoir réformer en profondeur notre système judiciaire et mettre en place un suivi des décisions qu'il met en place. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il est dans les populismes? Oui, mais qu'est-ce qu'il aura, lui, à gagner à être dans les populismes? Parce que j'ai entendu dire qu'il était président d'un parti, un parti politique d'opposition. Mais un parti qui n'est pas... C'est un petit parti hein, qui n'est pas très connu. Voilà, je crois qu'il n'aura rien à gagner. Si c'est cela son idée, je pense que... Parce que déjà, dès le jour de la remise aux reprises, il s'est amené avec un chat. Ah oui, oui, ce symbole-là, personnellement, je l'ai énormément critiqué. Pas du tout. Je crois que c'est lui qui lui a conseillé, le jour de la remise des reprises, de venir se présenter avec un gros chien, berger allemand. C'était une très mauvaise idée. Ce n'était pas une idée, ce n'est pas une bonne image d'un ministre de la Justice. Un ministre de la Justice vient pour réformer les choses, changer l'image de notre justice dans l'intérêt de la population congolaise. Ce n'est pas un chien. La justice n'est pas un chien. La justice sert à protéger la population, le peuple, contre tout ce qui menace la tranquillité de ces derniers, tout ce qui menace son développement. Donc, venir avec un chien, c'était une très mauvaise idée. Ce symbole, malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché quand même. Ah non, non, ça a été fortement critiqué. On a dit que c'était un message fort. Je vous donne les symboles de la justice. Okay. Le symbole de la justice, c'est une balance. Hein? Vous voyez là, c'est la balance. Vous avez la justice, c'est comme ça. C'est la balance qui pèse, qui réfléchit, qui analyse et qui tranche. Un chien, c'est qui vient pour mordre. Un chien vient pour mordre et parfois pour tuer. Un berger allemand en plus. Donc c'était. C'est ça le message qu'il a. Ben oui, mais ça les suit malheureusement. Quand on les voit, on colle son image au chien. C'est ça le problème. On ne sait pas utiliser la symbolique politique. La symbolique politique, on ne l'utilise pas comme ça. Il faut comprendre, analyser, parce que chaque symbole a un message qu'il laisse penser, qu'il laisse dans l'inconscient de gens, de la population. Et quand vous utilisez comme ça, cette image lui collera dans la peau jusqu'à son départ. Donc quand on le voit, on pense à son chien. Ah, c'est ça. Ah voilà. Or, la justice, c'est la balance. Les juges analysent les circonstances d'un délit. Ils pensent aussi à la situation familiale de l'accusé, des circonstances atténuantes. Voici la justice. C'est comme ça. Après ces décisions, il a mis en place une commission pour statuer sur des cas et que les Congolais peuvent porter leur cas auprès de cette commission. Il ne sera pas, malheureusement, ça n'est pas possible. Il ne sera pas en mesure de pouvoir traiter tous les cas. Vous savez combien de cas ici dans nos pays, et surtout à Kinshasa, combien de personnes qui sont lésées, lésées par la justice, victimes de l'injustice. Vous savez combien de milliers et des millions de personnes? Sera-t-il à mesure de recevoir ces millions de personnes aujourd'hui qui attendent de justice? Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, mais malheureusement, on voit bien aussi les côtés jeunesse. Hein. C'est un jeune, voilà, il y a ces côtés-là qui fait que... Bon, il y a déjà la réaction du Sinamac qui n'est pas du tout d'accord avec... ah oui, mais je suis d'accord pour cet organisme, cette institution qui n'est pas d'accord. Parce que d'abord, c'est irréalisable. Le fait de, bon, je vais créer un bureau où je vais recevoir tous ceux qui sont lésés par notre justice. C'est tout à fait... Les Congolais à dénoncer.
Comment? Appeler les Congolais à dénoncer tout. Non, non, ils l'ont déjà fait, ça a déjà été, ça a eu lieu il y a des années. La réaction du Sinamac, c'est juste pour dire qu'ils se sentent, donc ils se reconnaissent dans ce qui est dénoncé par le ministre. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que ils devraient réformer en profondeur la justice, hein, faire en sorte que créer, par exemple, un parquet de révision, hein, de révision de jugement, hein, où on peut, les personnes peuvent se rendre, disons, dans ces parquets et porter plainte pour que leurs jugements, les jugements qui ont été mal prononcés, soient révisés. Ça, c'est tout à fait normal. On peut créer ces, dans tous les pays. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, ok. Vous avez parlé de nomination, mais sans inquiète, on a vu quand même au sein de l'ANER encore une nomination et création même, création d'une nouvelle structure. Non, c'est une bonne idée. La création d'un département de l'intelligence économique, c'est une très bonne idée. Ça existe en France. Qui estiment qu'on copie toujours ce qui se passe. Oui, oui, ce qui est sûr, je suis d'accord qu'on a copié, mais il faut copier. Mais il faut bien copier. Mais moi, mon interrogation, les contextes n'est pas les mêmes. On veut réduire le train de vie des institutions, on crée encore d'autres structures. Oui, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que la personne, qui est d'ailleurs proche du président, a-t-il des compétences, de pouvoir créer les structures ces départements de l'intelligence économique? Pour votre information, l'intelligence économique a été mise en place en France qu'en 1992. Et les premiers à être nommés pour pouvoir structurer et mettre en place l'intelligence économique, c'est Alain Juillet, l'ancien directeur de la DGSE, la Direction Générale de Renseignement Extérieur français. Et aujourd'hui, la France tâtonne encore. La France tâtonne. Ah oui, encore. Est-ce une bonne stratégie pour le président de la République d'opérer toujours des changements au sein de l'ANER? Alors, l'ANER, il y a un souci quand même. Si vous voyez les présidents de la République à tout le temps opérer des changements, c'est que ça ne va pas. Et finalement, ça ne va pas du tout. Hein? Non, non, ça ne va pas du tout parce que il faut voir là, l'ANER, l'épisode de Malanga et consorts, vous savez, ça a quand même été, voilà, ça a été révélateur de beaucoup de choses et le président a réagi à cette histoire-là. Donc, il y a quand même un gros souci. Vous savez, à l'époque, je vais juste un mot. À l'époque, sous les présidents Mobutu, 80 de 60 jusqu'à 90 à peu près, les profils des officiers traitants, c'est-à-dire des agents de l'ANER, les profils, c'était qui? C'était des jeunes licenciés de l'histoire, de la géographie, de la psychologie, tu vois, et même de la philosophie, parce que Mungwanda, c'était la philosophie à l'université de Lubumbashi. Voici les profils des personnes qui étaient recrutées comme agents de l'ANER. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, certaines personnes estiment que ce changement constitue également un danger parce que les personnes qui partent quand même avec beaucoup de secrets. Oui, oui, absolument, un agent secret, malheureusement, c'est ça. Quand tu pars, il part avec, il devient, voilà, dans certains pays, on les élimine. La Russie, tu as été agent secret, et que tu pars, par exemple à l'étranger, ils vont te suivre pour t'éliminer. C'est pareil avec les Rwandais, qui éliminent ses opposants, qui étaient agents des renseignements, et en Afrique du Sud, il y a des cas, mais la Russie, et même la France, ben, on les élimine. Ça, on le sait, parce qu'ils partent, quand ils partent, ils deviennent dangereux pour la République, pour l'État. C'est ça le problème. Est-ce une faiblesse aussi qui ne permet pas aux forces armées de la République de faire face à la guerre dans l'Est? Ben oui, mais faire la guerre, c'est les renseignements. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans renseignements pertinents, opérationnels. Alors, sinon, vous êtes dans l'incertitude. Vous faites une guerre dans l'incertitude. Vous combattez, pardon, je voulais dire, vous combattez dans l'incertitude parce que vous n'avez pas des renseignements pertinents, opérationnels pour pouvoir et que ceux qui étaient dans le renseignement sont partis avec des informations qui peuvent permettre aux ennemis. Ah, mais c'est évident. Alors, Samalou Condé, ancien Premier ministre de la RDC, aujourd'hui président du Sénat. Bon, je ne sais pas à quoi c'est là
ce que ça voulait dire, et parce que Sama, ancien Premier ministre, on a vu qu'il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas changé grand-chose. Il promet de faire mieux à l'Assemblée. Ah non, mais le Sénat, c'est un organisme de contrôle. Ce n'est pas un organisme exécutif. C'est le contrôle. On contrôle les textes qui viennent de l'Assemblée nationale. Ils regardent, ils essaient de pouvoir ajuster, ils contrôlent, ils se prononcent. Ce n'est pas l'exécutif. Donc, ce sont des gens... D'ailleurs, vous savez, au Sénégal, Macky Sall, du temps de Macky Sall, même aujourd'hui, on a suspendu le Sénat. Parce qu'il y a des milliards et des milliards qui sont consommés pour rien. Grâce à ces milliards économisés par la suspension du Sénat au Sénégal, on a fait des métros et des tramways au Sénégal. Et il faut le faire ici. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent de l'État pour rien faire. Dans les Sénats, ils gagnent de l'argent pour rien faire. Ah, pour rien faire. Mais comment... Et alors que Kabila est là-bas comme... sénateur. Mais c'est pourquoi il faut revoir. C'est pourquoi il faut revenir sur la Constitution. Il faut revoir, supprimer le Sénat. Madame, Messieurs, place à présent à ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Est. Qu'il n'est pas impossible pour que M. Kagame soit jugé ici. Parce que le crime qu'on met à sa charge relève des crimes internationaux. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Pour ces crimes-là, la qualité officielle ne joue pas. Il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de privilège de juridiction. Et si les animateurs de notre justice ont du courage, ils n'ont qu'à mettre en branle une procédure pour juger Kagame ici. Parce que le crime dont il s'est rendu coupable ne relève de la compétence de la Cour pénale internationale que de manière subsidiaire. C'est-à-dire, quand la justice congolaise aurait failli, ou les animateurs de la justice congolaise auraient donné la preuve qu'ils ne veulent pas poursuivre, c'est alors que, subsidiairement, la compétence de la Cour pénale internationale se met en marche. Est-ce qu'il n'y a pas de volonté de poursuivre Kagame ici? Et qui ne veut pas manifester cette volonté? Moi, j'exhorte les animateurs de la justice, notamment justice militaire, de pouvoir entamer une procédure invitée parce que la qualité officielle de Kagame ne joue pas. Autant on peut prendre un simple Rwandais qui est dans le rang de M23 et le juger, autant, autant la qualité officielle de Kagame ne l'exempte pas de sa responsabilité pénale, la justice congolaise, étant donné que Kagame on met à sa charge la complicité dans des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, je précise bien, cette compétence n'étant que subsidiaire lorsque la justice des États, notamment celle de la RDC, ne se met pas en marche, alors on peut appréhender, juger et condamner Kagame par défaut. Lorsque nous aurons cette décision-là, nous allons pouvoir émettre un mandat d'arrêt international à charge de Kagame et les États qui sont avec nous dans la coopération judiciaire pourraient bien entendu exécuter ce mandat d'arrêt provisoire pour pouvoir extrader Kagame dans ce pays ou dans un autre pays, être arrêté pour purger sa peine. Ici, nous sommes à Tchomia, bien évidemment au littoral du lac Albert. Ces eaux partagent le limite lacustre avec la République sœur de l'Ouganda. Les activités socio-économiques ont repris normalement après les attaques ayant ciblé le mois de juillet dernier 3 positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kasenyi, Tchomia et Sabé par la milice Zaïre. Les dispositifs sécuritaires sont déjà renforcés dans cette zone en vue d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Le chef de la chefferie des Bahema Banyuagi, Sa Majesté Mbidjo Panga Mandro, salue la ferme détermination de l'administration militaire de l'Ituri qu'une ménage au tient effort pour restaurer en tout bout de champ la paix
en Ituri. Lorsque nous avons fait les rapports, les gouvernants militaires avaient dépêché la commission de membres du comité provincial de sécurité. Nous avons commencé à recevoir les feedbacks positifs au sein de la population pour son retour. Présentement, il y a la calmie. Les gens y sont, pas de crépitement de balles, les patrouilles mixtes se poursuivent sans relâche. Les forces armées sont déployés. Ces unitaires appellent la population de sa juridiction à ne pas céder à toute forme de manipulation qui consiste surtout à véhiculer les fausses informations sur les réseaux sociaux dans le but de déstabiliser les institutions légalement établies. Nous appelons à la solidarité, privilégions l'unité, que chacun fasse ses activités en évitant de publier les messages d'intoxication. Respectons les lois du pays. Le président de la société civile de Tchomia, M. Banga Bakaona Florimo, appelle la population ayant fui à regagner leur domicile. Nous appelons la population à regagner le milieu, puisque le travail abattu est visible. Nous avons vu les renforcements des effectifs militaires pour assurer la sécurité à Tchomia. Les forces navales, les forces terrestres, la MONUSCO aussi s'est impliquée pour sécuriser la population. Disons-le, aujourd'hui la province de l'Ituri se développe du jour au lendemain depuis l'avènement de l'état de siège. Plusieurs actions menées sur place confirment la restauration de l'autorité du... Sur les sorties du président Kagame, vous allez noter qu'il y a beaucoup de contradictions sur le nombre, pour commencer par là, parce qu'il parle des réfugiés tout le temps. Tantôt c'est 100 000, parfois c'est 70 000, aujourd'hui il parle de 130 000, mais tout ça c'est illustratif justement du mensonge qui les caractérise, parce que comment expliquer que nous accumulons de masse des déplacés internes de l'ordre de 3,5 millions et qui continuent de dire qu'il y a des Congolais qui traversent la frontière pour aller chez lui. C'est totalement faux, mais c'est dans son narratif habituel. Et d'ailleurs, je dois rappeler que sur cette question spécifique des réfugiés, en novembre de l'année dernière, nos experts et ceux du Rwanda se sont mis d'accord sous des auspices des HCR à la suite de la réunion qu'il y avait eu à Genève entre les ministres Lutundula à l'époque et son homologue rwandais, qui avait plafonné les chiffres des réfugiés congolais évalués à peu près 82 000, qui sont là d'ailleurs depuis plusieurs années au Rwanda, du fait des gesticulations rwandaises en République démocratique du Congo. Donc c'est un faux fuyant, comme il a l'habitude de le faire. Sur la question des FDLR, vous savez que le président de la République l'a dit, que nous devons parler avec le Rwanda sur ces questions-là, notamment dans le cas du processus de Luanda, pour en finir avec cet éternel prétexte, parce que je rappelle que les FDLR tuent en République démocratique du Congo. Il faut noter que le président angolais était ici en ces débuts de semaine, il a rencontré le président de la République et nous pensons que c'est dans ces cadres-là que les questions doivent être réglées, parce que nous avons suivi dans les médias, nous avons aussi entendu qu'il y a une tentative où qu'on amène des gens dans nos territoires disant que c'est des Congolais, c'est des réfugiés, mais c'est totalement d'abord irrégulier et pas du tout faisable, parce que contraire à ce qui a été communément convenu à Genève et dans les cadres de différents processus, parce que cette question, elle pourra être réglée après avoir réglé la question principale, celle de l'agression, du retrait des troupes rwandaises et tout ce qui s'ensuit comme corollaire, suivant les schémas tracés par les processus de Luanda. Donc il n'a pas à se détourner, il a plutôt à s'inscrire dans ce qui avait été communément convenu et sur lequel nous tenons. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a toujours certains coins de la RDC qui sont occupés par les M23 et Corneille Nangaa qui a été donc condamné. Oui, la sécurité, aujourd'hui nous sommes en cessez-le-feu, qui actuellement... Qui est toujours violé, hein, qui est violé, bien sûr, qui est violé, mais qui nous arrange pas. Qui nous arrange pas. Qui nous arrange pas dans la mesure où le cessez-le-feu donne du répit à l'ennemi, ça lui donne l'occasion de s'organiser, à renforcer, à fortifier les positions qu'il occupe aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'était pas même cas par la RDC, ce cessez-le-feu. Oui, c'était pour nous, ce cessez-le-feu était aussi nécessaire aussi, parce que la situation sécuritaire, c'est nous qui la subissons.
Vous voyez, la souffrance de nos compatriotes, c'est chez nous, sur notre territoire, c'est notre pays. Parce que la guerre nous est imposée sur notre territoire. Du coup, l'État a pensé à ces milliers, ces hommes et femmes et enfants qui sont en grande souffrance. Il fallait, malgré tout, l'accepter et pouvoir s'occuper de ces milliers de populations, et tout en renforçant aussi de notre part, on renforce aussi nos troupes, on les renforce en hommes, en armement et même en logistique. C'est aussi, voilà, mais malheureusement, les positions sont figées, c'est-à-dire que l'ennemi reste sur les territoires déjà acquis, il les renforce, il les fortifie. Alors comment Langa aujourd'hui oui. condamné par la Cour militaire? Oui, c'est une décision de notre justice. C'est un rebelle, il est condamné, c'est tout à fait normal. Mais que tire la RDC de cette décision? Pardon? Que tire la RDC de cette décision? C'est-à-dire, c'est une façon de dire un message que notre pays lance à tous ceux qui seront tentés de pouvoir faire la rébellion ou de rejoindre la rébellion. Pour eux, ce sont des traîtres de notre pays, de la République. Donc, ils vont subir les mêmes sorts que Nanga et tous ceux qui sont autour de lui. Donc, que pensez-vous des propos du président de la République lorsqu'il a parlé de Joseph Kabila Kabange, identifié comme le numéro 1 de la FCD Corneille Langa? Oui, vous savez, le président de la République a plusieurs sources de renseignements. Il est très renseigné, bien renseigné, c'est la personne la mieux renseignée. Le président n'a pas une seule source de renseignement. Il y a la source de l'ANER, mais il a aussi ses propres sources privées. Et quand l'ANER lui apporte la synthèse de renseignements au niveau national, il a d'autres sources de renseignements, des synthèses, il voit, il compare et tout, et bien, peut-être que les renseignements les plus fiables, il les a peut-être dans ses propres sources privées. Et ça, c'est une évidence. Un président de la République ne peut pas se contenter d'une seule source. Il a plusieurs sources de renseignements. Voilà. S'il les dit, c'est qu'il est bien renseigné. Ouais, on estime voilà. que c'est juste une provocation. Non, pas du tout. Non, je ne crois pas, parce que je pense qu'il est bien renseigné sur cette question. On ne sait pas où il a été renseigné, mais il a ses sources privées qui lui donnent beaucoup de renseignements pertinents d'ailleurs. Et c'est grâce à ces sources privées, parfois, il opère des changements au niveau de l'ANER. Parce que quand il compare, il voit bien que ça ne concorde pas. Il s'est dit, mais non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, j'essaie de procéder au changement pour voir si ça va aller. Donc, je pense qu'il est bien renseigné. Je ne pense pas que ça soit une provocation. Loin de cela, il est bien renseigné. Je pense, et s'il l'est dit, donc c'est avec tout à fait raison qu'il l'ait dit. Avec l'évolution de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, des inquiétudes au sein de l'opinion congolaise, est-ce que vous êtes également inquiet en ce qui concerne le retour de la paix dans l'Est? Non, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on va y parvenir parce qu'on a des troupes, nos soldats. Il faut voir, il y a beaucoup d'efforts qui ont été quand même déployés pour réformer notre forces armées. Vous voyez, l'armée a été vraiment rajeunie. Ce sont des jeunes désormais et qui ont été recrutés, armés, bien entraînés. Et nos forces armées, nos troupes sont parvenus, ce que les gens ne savent pas, sont parvenus quand même à maintenir le rebelle et leur soutien rwandais dans une sorte de bourbier. Ils sont dans une sorte de bourbier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parvenus à arriver, par exemple, à prendre Goma et à avancer jusqu'ici comme ils le prétendaient. Donc, ils sont cantonnés dans ces zones-là et malheureusement, c'est pas malheureusement, mais nous sommes dans la défensive parce que nous sommes dans la défensive depuis, d'ailleurs, le général Kiwewe l'a dit lui-même, que nous sommes toujours dans la défensive
Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas lancer des offensives? Le président avait promis de le faire, moins d'escarmouches. Justement, vous ne pouvez pas... Le Congolais se pose la question, mais finalement... Vous ne pouvez pas lancer des offensives si vous n'avez pas assez de renseignements pertinents, opérationnels, pour pouvoir lancer des offensives. Alors, à un moment, ça marchait. À un moment, hein. On avait nos drones de renseignement recueillaient des données qui ont été traitées et on a vu le travail que faisaient nos drones. Mais malheureusement, quand les Rwandais se sont rendus compte qu'ils étaient, nos forces armées prenaient le dessus, ils sont allés chercher le missile sol-air. Et voilà, quand vous avez les missiles solaires, ça ne pardonne pas. Quand vous avez des drones de moyenne altitude, longue durée mais moyenne altitude, eh bien les missiles solaires, voilà, ne pardonnent pas. Voilà, donc je pense que le président a dit qu'il y avait une stratégie derrière. Je pense qu'il a tiré la leçon de tout cela. Je pense que dans les prochains mois, nos forces vont lancer certainement une offensive qui permettra de récupérer les territoires qui sont occupés aujourd'hui. Donc il faut y croire. Félix Tshisekedi aujourd'hui a permis quand même, a dit qu'il est aujourd'hui favorable à un dialogue lorsqu'il a fait sa sortie médiatique. Ben oui, c'était une erreur au départ. Une erreur au départ. Faudra-t-il encore dialoguer avec Kagame? Oui, absolument, absolument. Je suis contre. Kagame n'a pas respecté plusieurs Je suis contre ceux qui disent au président de ne pas dialoguer. Je suis contre. Non, mais parce que c'est une grosse erreur. Quand vous êtes en guerre, même avec l'ennemi, il faut nouer un dialogue avec lui. Il faut lui parler. Ce n'est qu'en parlant avec votre ennemi que vous comprendrez ses faiblesses. Si vous ne parlez pas avec votre ennemi, donc vous ne saurez pas ce qui se passe dans sa tête, vous n'allez pas déceler ses faibles et ses capacités ou encore ses forces. Donc il faut parler avec lui, mais tout en étant intransigeant, tout en étant à ne pas céder sur ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'État, mais parler, oui, il faut parler. Il faut dialoguer, mais tout en étant intransigeant. Je pense que là, le président a fait un pas important. Il faut parler avec ces gens-là. Est-ce que vous êtes en train de conseiller à Félix Tshisekedi de continuer également avec la voie diplomatique? Ben oui, une guerre, ça se mène sur plusieurs champs. Il y a les champs diplomatiques, les champs informationnels et les champs stratégiques. Et il y a même les champs espace. Malheureusement, on n'y est pas encore. On n'a pas encore de spécialistes. Alors, votre lecture de propos du président de la République lorsqu'il a parlé de Martin Fayulu, Denis Mukwege, mais également il a fait des éloges à Adolphe Muzito. Ah oui, Muzito, oui, c'est un opposant, mais un opposant qui est très raisonnable. Et quand il y a des choses bien faites au niveau du gouvernement, il les dit. Tout haut, voilà, il donne des conseils. Muzito est le seul, peut-être les rares d'opposants qui fait des propositions. Et ça, c'est hyper important. C'est les pays qui en bénéficient, les gouvernements et les peuples. Bon, Mukwege a changé, il n'est plus radical, a essayé de temporiser un peu sa position, et ça c'est hyper important. Mais ceux qui restent dans les extrêmes, hein, je pense qu'ils ne contribuent pas disons, à la situation de notre pays, ou à la situation, au développement de la situation de notre pays. Vous parlez de qui? De Martin Fayulu. Ah, Martin Fayulu. Parce qu'on ne peut pas rester extrême, à l'extrême comme ça, toute sa vie. Non, vous ne contribuez pas. Et qu'est-ce que vous lui demandez il faut qu'il nous fasse des propositions de temps en temps. S'il aime les Congolais, il doit faire des propositions. Il faut qu'il accepte de rencontrer Félix Tshisekedi, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il refuse de rencontrer Félix Tshisekedi? Alors, il peut parler avec lui et lui faire des propositions. RDC, Allemagne d'Afrique, comme l'avait promis le président de la République, est-ce encore possible? C'était l'idéal. C'est l'idéal. Un idéal, ça peut rester et on meurt avec. On meurt avec, c'est-à-dire quoi? Eh bien oui, avec l'espoir, on meurt avec l'espoir d'avoir voulu faire des choses, mais on n'y est pas parvenu. Ben, la mort est venue, ben, on est tous des passages sur cette terre.
des hommes, ben on part. L'idée peut-être va rester. Il y a un autre qui va peut-être reprendre ses idées un jour, qui parlera de l'Allemagne d'Afrique. Et voilà, on ne sait jamais. Un mot sur Kinshasa avec le nouveau gouverneur. Nous sommes pratiquement à la fin. Et le nouveau gouverneur, c'est quelqu'un que je connais très mal, mais je crois que on va le juger sur les actes, mais ses premiers actes n'ont pas été, ne donnent pas espoir qu'il sera en mesure de pouvoir changer les choses, parce que Kinshasa tel qu'il est aujourd'hui, une ville de plus de 30-40 millions d'habitants, Kinshasa est vraiment surpeuplé. Donc Kinshasa a besoin de créer des pôles économiques, 2 ou 3 pôles. Ben oui, justement, il faut désengorger. Il faut décentraliser Kinshasa par la création peut-être d'un 2e pôle, hein, et ça va permettre... Vous également la voie ferrée. Hein. Ben oui, mais malheureusement, ça n'avance pas. Au lieu de pouvoir visiter, je l'ai vu aller visiter des endroits où il y a des poubelles, où il y a des ordures. Est-ce que c'est ça son boulot? Attends, mais de qui on se moque? De qui on se moque? Comment? Il va s'imprégner de la situation. Il est né à Kinshasa, il a grandi là. Donc c'est la première fois qu'il voit ces immondices. Il n'est jamais passé par là. Depuis les années qu'il est né, plus de 40 ans, il a plus de 45 ans. Il est né, il a grandi là, il n'a jamais vu ces immondices-là. C'est aujourd'hui, il va aller visiter ces immondices. Non mais, ils sont sérieux quand même. Ils sont sérieux. Alors, Joseph Kamwanga, c'est complètement fini pour ce numéro. Vous avez quand même quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir aujourd'hui de vous suivre dans Info 7. Alors, à tous vos téléspectateurs, j'ai dit merci de nous avoir suivis. Je pense qu'il faut continuer à croire à ces pays. C'est notre seul pays, on n'en a pas 2. Faisons confiance à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer. Et surtout, occupons-nous de nos enfants, occupons-nous de nos jeunes. Ce sont eux qui vont prendre la relève, ce sont eux qui vont... Parce que vous avez échoué. Puisque nous sommes presque dans l'échec, donc vraiment, soutenons nos enfants, poussons-le de l'avant pour qu'ils puissent vraiment développer ces pays. C'est ça le plus important pour nous. Alors, madame, messieurs, notre invité de ce jour, Joseph Kamwanga, est membre de la société civile de la diaspora congolaise, expert en stratégie, défense et sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans un nouveau numéro de Info 7. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est complètement fini ce rendez-vous de ce jour. Merci de nous avoir fait confiance. Et bien, c'est l'heure. Alors, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir et merci de rester toujours fidèles et bon suite de programme sur nos antennes.